Salut et bienvenue pour quelque chose d'exceptionnel. Vous nous connaissez chez Full Attack, on a une certaine passion pour les beaux produits. C'est pour ça qu'on s'applique à vous faire des analyses, des essais, mais cette fois-ci, on va mettre le focus sur ce qui se passe avant le développement des produits. Et pour ça, on a choisi de venir dans un des endroits de la planète où c'est peut-être le plus poussé à son paroxysme. Bienvenue chez Scott. Incroyable. Comment tu vas? Bien. Salut Ben, merci, bien et toi? Très bien. On est au siège de chez Scott à Givisiez en Suisse et puis on a ce nouveau bâtiment, donc je suis ravi de vous accueillir et de montrer tout ce qui se passe. C'est un peu un cadre, c'est un outil de travail et puis ça nous va tellement bien, c'est juste efficace, c'est cool. Pour moi, c'est un endroit où on peut être très très créatif et puis aussi compter sur les autres, donc le savoir-faire de chacun. Et puis on réunit tous ces gens pour créer des choses géniales. C'est vraiment un endroit de rêve où tu peux travailler avec les jouets que tu as toujours rêvé de voir. Toi, quel est ton rôle là-dedans? Et donc j'essaie de ramener un maximum d'informations pour qu'on puisse faire une meilleure qualité de décision. D'essayer de traduire ou d'interpréter un peu l'information d'un athlète qui est souvent en montagne, qui ne va jamais venir ici pour nous raconter comment c'est. Et alors quand tu arrives ici, justement, avec toutes ces informations, qui sont tes interlocuteurs? Qui tu retrouves autour de la table et à qui tu transmets tout ça chez Scott? Je bosse avec les chefs de produits et aussi dans le marketing principalement. Donc on travaille un peu comme un noyau corps. Okay. Et puis après, à un moment donné, on va montrer aux gens. Et ça, c'est assez cool d'appuyer sur la compétence d'un peu tout le monde. Le but, c'est juste de créer le meilleur truc possible. Est-ce que tu as des moments particuliers comme ça où vraiment ça te fait vibrer, quoi? Oui, on aide les gens à vivre leurs rêves grâce à ce truc. Ah. Et quand le vélo il disparaît sous le type, et le type il est en train de juste voir ses lignes et les prendre, et c'est à moi ça, il n'a pas peur. Pour moi, ça c'est un peu comme, oh yeah, cool. Merci Ben pour toute cette bonne passion que tu nous transmets d'entrée de jeu en arrivant ici, c'est super. À qui il faut qu'on s'adresse maintenant pour continuer à mon avis, il faut parler avec Pasky, parce qu'il est là depuis le début de l'histoire. Alors, Pasky, c'est Pascal Ducrot. Pascal, enchanté. Merci, enchanté. Merci de nous accueillir ici au QG Scott. Comment on aboutit à un tel endroit, un tel QG, qui n'était forcément pas là au J1 de l'aventure Scott? Souvent les gens ils disent c'est un luxe d'être ici, c'est vrai, mais pour nous c'était une nécessité parce que quand j'ai commencé en 1989, on était de l'autre côté de l'autoroute, dans une cave on peut dire, on était 15 personnes. Après on a déménagé dans le vieux bâtiment et au fur et à mesure on a grandi. Moi je suis maintenant 33 ans dans la boîte et pour moi c'était comme hier. Mais c'est vrai, la croissance était quasiment forcée par notre succès au début. Quand on a déménagé, c'était un monde qui a changé. Dans l'ancien bâtiment, moi, on m'a parlé beaucoup de cette culture de l'échange de couloirs ou de l'échange du café, parce que justement, tout le monde était au même endroit tout le temps en permanence. Ouais. Comment on fait d'un coup quand on passe à quelque chose d'aussi monumental? On ne peut pas rêver. Si on est 15 ou peut-être 80 personnes, c'est facile à se retrouver facilement. Ici, on est plus que 400 personnes et c'est clair, ça serait un rêve de vraiment réunir tout le monde un peu tous les jours, mais dans la réalité, c'est impossible parce qu'on doit travailler finalement. Mais ce qu'on a fait, on a créé sur chaque étage, on a créé des landing zones, on dit, où les gens, on peut se retrouver autour d'un café, tout ça. Et toujours 2 fois par jour, on se retrouve, où les gens ils se retrouvent et on échange et tout ça. Et souvent, je découvre des gens que j'ai jamais vus en fait. C'est justement le contraire d'une fourmilière. On a beaucoup des employés ici qui travaillent, mais on a voulu justement créer un environnement très calme. Vous avez remarqué peut-être, ou vous remarquez quand vous passez les bureaux, c'est très calme. Et c'est fait exprès, avec beaucoup de bois, avec beaucoup des éléments qui absorbent le bruit. C'est clair, on est standard Minergie, on produit l'électricité d'une grosse partie nous-mêmes. Quel est, votre rôle? Alors moi, je m'occupe du développement
du produit, pas seulement pour le vélo, mais aussi tout ce qui est hard goods, pas les soft goods, mais les hard goods aussi pour le sport d'hiver et tout ça. Et mon rôle, c'est vraiment de gérer les équipes de développement, les designers, et les amener au marketing et les amener aussi avec les distributeurs. Ça veut dire organiser des réunions avec certains distributeurs 4 fois par année pour justement définir ce qu'on a nous dans la tête, ce qui se passe dans le marché. Et après, c'est à nous de développer un timeline pour les nouveaux projets avec des équipes dédiées pour ce projet-là. Et mon rôle, c'est vraiment de surveiller ces équipes, de vraiment gérer aussi avec les usines, que ça joue avec les usines. Et c'est aussi mon rôle un peu de calmer des fois des gens ou pour activer des usines, tout ça. Alors, mon rôle, il est assez varié en fait. Alors ce qui est bien quand on a l'occasion de parler avec le boss, c'est que tout paraît facile. C'est normal, c'est son rôle de faire en sorte que tout soit fluide. Maintenant, nous, on va aller plus dans le détail. On va aller voir tout ce qui se passe là, autour. C'est parti. Donc, il faut savoir que chez Scott, ici à Givisiez, en Suisse, on est une grosse équipe à travailler spécifiquement sur les vélos. On travaille avec des product managers, sur les vélos, sur les composants, donc synchros, et les accessoires aussi. On travaille avec des designers industriels pour la 2D, des modeleurs pour la 3D. On a aussi des designers graphiques à la fin pour tout ce qui est des couleurs et tout ça. Et on travaille avec beaucoup d'ingénieurs différents. Donc on a des ingénieurs cadres sur l'aluminium, sur le carbone. On a des ingénieurs de structure, des ingénieurs de test. On a des ingénieurs pour les pièces plastiques, pour l'électronique. Alors nous, ça ne nous affecte pas trop, pour l'instant du moins, sur les vélos tout-terrain. Il y a un product manager qui est responsable du projet, qui va définir le but en fait du projet. Le rôle de chef produit chez Scott, ici, c'est une place assez centrale dans la partie développement et on va dire vie des vélos sur tout leur cycle de vie. À quoi il ressemble le projet vraiment au tout début quand toi tu le prends en main? Quelques mots, petit brief ou une idée vis-à-vis de ce qu'on a déjà fait avant, une idée de où on veut placer, on va dire, une nouvelle plateforme de vélo sur le marché, quels composants on va vouloir monter. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup aussi d'échanges, d'allers-retours avec Synchros. On travaille beaucoup avec eux, on essaie de voir de plus en plus les vélos comme des systèmes complets, plutôt que juste des cadres sur lesquels on peut greffer des composants. Pour nous, ça a commencé comme une marque en propre qui nous permettait de pouvoir directement discuter avec les fournisseurs de base et donc d'avoir on va dire d'être aussi plus compétitifs sur ces produits-là. Le nouveau stade qu'on a atteint, c'est qu'on fait vraiment du développement sur ces produits-là, au même titre qu'on fait du développement sur les cadres. On pousse l'intégration aussi de plus en plus sur les vélos qu'on développe. Et le fait d'avoir cette marque en interne avec nous, ces projets-là, ils sont faisables que parce que Synchros est incorporé chez nous. Dans la division Synchros, on est des travailleurs de l'ombre, on est des sous-traitants quelque part. Nous, on prend des décisions, mais on en prend peu. Les décisions, elles sont souvent guidées par les choix, soit de nos services commerciaux, soit des chefs produits, mais en général, ça démarre par les chefs produits vélo. Et ensuite, à nous de faire en sorte que ça se passe. Ensuite, assez rapidement, ça devient un brief technique. Quel niveau de gamme on va vouloir avoir aussi sur les cadres? Est-ce qu'on en veut un complet en alu, un carbone avec un arrière alu? Globalement, maintenant, il y a un chef produit, un ingé, voire 2 ingés, un chef produit, et on a déjà eu des échanges. Ça peut être que le design amène aussi une vision en disant nous on aimerait que le vélo, ou que le design visuel aille dans cette direction. Alors en gros, on est de tout le début du projet, on appelle ça des kick-off meetings, c'est vraiment quand on lance le projet au début, là, l'idée de lancer le projet. Parce que tant que designer, bien sûr, on pourrait se limiter à croire que c'est que la forme. Mais c'est pas que la forme qu'on fait, on fait aussi l'esprit, quelle va être l'âme du vélo, en termes de look bien sûr, mais aussi en termes d'usage, en termes de quelque part de catégorie, comment on le positionne aussi par rapport à un marché. Il y a aussi l'image de marque, comment on va placer le vélo dans la gamme pour que ce soit un petit peu homogène par rapport aux autres modèles, pas que ça vienne gêner un autre modèle par exemple. C'est un projet qui peut devenir laboratoire pour les futurs projets, essentiellement quand on change toute l'architecture d'un coup, qu'on passe à quelque chose d'entièrement nouveau. C'est nouveau pour nous, donc on doit se faire notre propre expérience qui servira pour les modèles suivants. Alors, on va déjà, premièrement, on va discuter le cahier des charges. En général, les ingénieurs et les product managers viennent avec une première idée de qu'est-ce qu'ils veulent. Nous, on va un petit peu le challenger aussi en disant « ouais, mais si c'est ça, ça implique ça, etc. » Et après, on va donner un petit peu des mots-clés. Finalement, en tant que designer, on va donner un petit peu quels sont les 3 à 4 mots-clés qui doivent définir ce produit. Et bien sûr, des fois, on donne des visuels qui correspondent à ces mots-clés.
Moi, quand je prends le projet, un des premiers points sur lesquels je vais discuter avec les ingénieurs, c'est définir, on va dire, les specs techniques qu'on va vouloir avoir sur le vélo. Je sais pas. Géométrie. Taille de roue, géométrie. Quelque chose qu'on fait de plus en plus aussi, c'est les géométries, l'impact de la cinématique sur la géométrie, ce qu'on appelle les géométries dynamiques, parce que toutes les géométries présentées sont présentées à 0, avec le vélo tout en haut. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir comparer les hauteurs de boîtier, les angles, comment ils évoluent dans le débattement. Et c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus. Et du coup, avoir nos propres outils, avec tout connecté, c'est quand même vraiment utile. C'est quelque chose qui est assez spécifique chez nous. On a un gros savoir-faire là-dessus, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour dévoiler les outils qu'on a développés ici. Mais ça nous permet d'avoir plus de contrôle comparé à des logiciels comme Linkage par exemple. On a plus de contrôle, on peut lier ça directement aux étapes suivantes, y compris la 3D par exemple. D'accord. Ouais. Et on comprend mieux ce qui se passe derrière. En tant que chef produit aussi, c'est nous qui sommes liés directement en termes de communication avec les teams, donc le team de DH, team d'enduro avec Rémi et Hugo, et puis le team de cross-country, les principaux, gérés directement depuis la maison mère. Cette proximité avec les coureurs, ça c'est aussi un feedback hyper important. Toutes les équipes sponsorisées par Scott sont souvent sponsorisées par Syncros dans le même temps. Et on a même en exclusivité un peu certains athlètes qui ne roulent pas Scott, qui roulent les produits Syncros, dont un certain champion olympique de VTT. Pour l'anecdote, c'est que c'est l'athlète lui-même qui est venu vers nous pour rouler nos produits Syncros. C'est l'athlète pour des raisons techniques et des choix techniques qu'il a choisi les produits Syncros. On ne va pas forcément sur toutes les courses, mais on en fait quelques-unes par année. On les voit, pour nous, c'est presque plus intéressant de les voir en dehors des courses en fait. Ils ont plus de temps, il y a plus d'échanges. C'est pas forcément un truc qui est très visible sur notre vélo de DH, mais ils ont roulé déjà avec plusieurs haubans différents. On leur a adapté la longueur des bases, on leur a adapté les hauteurs de boîtier, des choses comme ça. Ça fait chaque saison, on en discute, on fait des évolutions. Ça, c'est clair que je suis directement en discussion avec eux pour ça, quoi. Une fois qu'on a la géométrie, on commence à développer une cinématique pour les vélos suspendus. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on bosse beaucoup. On a un gros savoir-faire là-dessus chez Scott. On a développé notre propre outil pour travailler sur cet aspect. On utilise plein d'outils assez variés. Ouais, on est principalement, enfin de mon côté du moins, je suis principalement sur de la 3D. Donc on travaille sur Creo ici chez Scott. Donc là, tu peux toujours t'amuser à faire bouger le vélo, mais ça, c'est ce qu'on fait à la fin. Au début, tu ne peux pas juste le bouger comme ça, c'est lié par rapport à ton fichier de cinématique. Il faut que tu ailles modifier dans la cinématique et tout suit. Et on a des outils qui nous permettent de voir les évolutions de la géométrie. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ton assemblage, c'est quoi? C'est un assemblage qui est paramétré sur ton outil de... Exactement, ouais. Les ingénieurs en fait vont nous proposer plusieurs cinématiques, nous on va rebondir avec ça, proposer d'autres concepts et ensuite raffiner d'autres cinématiques. Et on va évaluer en fait les points forts et les points faibles de chacune. Et dans chaque cinématique, chaque géométrie qu'ils vont nous donner, on va mettre une peau dessus pour voir déjà quel va être le style du vélo en fonction des choix qu'ils auront fait avec des PM, etc. Et nous, on va être là pour discuter. On va être là pour les challenger en disant voilà, ok, vous avez fait ça comme ça, mais là, si on bouge de quelques millimètres, on reste dans les clous au niveau des courbes, etc. Par contre, ça va vachement améliorer le style du vélo. Et Dieu sait si c'est important chez nous, chez Scott. Le style du vélo, le look ça a, les proportions, etc. Et là, on va vraiment les challenger. Ouais, les encombrements d'amortisseurs, ça c'est des fichiers avec lesquels les designers travaillent. Donc tu vois, on a le roulement ici. Là, tu as les épaisseurs de matière, plus les clearances pour que les pièces bougent ensemble. Donc là, en gros, c'est pour lui dire, de toute façon, ça pourra pas descendre en dessous, ça pourra pas être plus fin. Nous, on a besoin de cette matière-là à cet endroit-là. Exactement, ouais. Ce qu'on leur donne, c'est un gros fichier 3D avec plein de couleurs et on fait une notice avec. Parce que qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qui est fixe, absolument pas négociable, les limites de où tu dois te situer, qu'est-ce qui doit rester de cet encombrement mais que tu peux déplacer un petit peu autour, et qu'est-ce qui est complètement libre. Et puis des fois on peut dire pour le team, il faut qu'on fitte aussi cet amortisseur très spécial ou ce prototype de chez Fox ou je ne sais quoi, et là on peut commencer à réfléchir à réduire un peu les gaps. En disant, bon, ça passe. Il viendra frotter peut-être une fois ou deux. On ne conseillera pas ça. Souvent ça passe, mais après il faut faire vraiment gaffe que ton vélo soit toujours très bien serré. Parce que si tu commences à avoir du jeu, là ça peut commencer à frotter. Donc c'est un peu des parties que nous donnent les ingénieurs. Et c'est des zones que je ne dois pas toucher en fait.
c'est interdit. Et là, par exemple, c'était l'ouverture du cadre pour avoir accès à l'amortisseur. Donc il fallait que j'ai des surfaces qui soient pas vraiment trop pointues, parce que si on vient usiner, ça devient un peu le bazar à cet endroit-là. Donc il faut arriver un petit peu perpendiculaire. Ouais, sinon t'es trop tranchant. Ouais, exactement. Après, chaque modèle a un petit peu son propre design language. On ne peut pas aller dans l'extrême dans une certaine taille de tube, par exemple. Un Spark ne pourra pas ressembler à un Gambler, et ainsi de suite. Donc il y a certaines choses à faire transpirer en fait, à travers le langage en lui-même. Si le vélo doit être léger ou doit paraître résistant. Alors là, il y avait cette discussion à ce niveau-là, là. Si on fait ça en 3D, du coup on y fait quelque chose comme ça. Comme ça, on a le truc devant. C'est une ligne bleue sur ton critère, je n'avais pas fait gaffe. Ouais, j'ai utilisé mine bleue, ouais. Et du coup, là, on est quelque chose. On fait souvent ça aussi quand on fait les designs, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une ligne où on voit un petit peu, du coup, les volumes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces volumes-là, en fait? Et du coup, après, très rapidement, on peut mettre un petit shades comme ça pour définir un petit peu les volumes, comment on les veut. Alors déjà, on est designer, donc première chose, c'est papier-crayon. On l'utilise quand même beaucoup. Quentin sketch très bien aussi. On fait beaucoup de dessins pour des fois des idées, on dessine et puis ça vient. Voilà, on a cette transmission directe entre le cerveau et la main et puis ça vient facilement. Dans le design après, voilà, l'ellipse, on peut la retravailler. Ça avec l'avantage de crayon bleu, c'est que c'est très léger et du coup après on peut vraiment accentuer l'ellipse. C'est un peu plus tricky avec le stylo. Et voilà. Et là, c'était un travail qu'on a fait sur le Genius pour vraiment casser ce volume en fait. On réfléchit souvent aussi, voilà, on a des volumes qui sont contraints. Et comment on vient casser les surfaces. Vous voulez éviter d'avoir tout le grand aplat là? Exactement, parce qu'ici on était beaucoup plus petit et on savait qu'on était plus gros là-dessus, donc il fallait animer un petit peu. Et c'est ce qu'on a un petit peu retrouvé aussi sur le Lumen après, mais en simple ligne et pas en double. Parce qu'on voulait un petit peu en entre-deux et se rapprocher plus du Spark. En fait, plus on va avoir de lignes, plus on va être un petit peu gravity oriented. Et agressif en termes de style. Et au plus on va épurer visuellement, plus ça paraît un petit peu solide ou massif. Plus on va épurer, au plus on va aller vers le côté léger, le côté, par exemple, on a Addict, il y a très peu de lignes dessus, on est vraiment sur des volumes simples. Et au plus on va mettre du contenu dedans, au plus on va rendre agressif. Dans notre façon de faire, nos vues, nos itérations de côté, on en fait beaucoup. Il y a des projets où on a peut-être 50, 60, déjà la première étape, 50, 60 itérations différentes. Souvent, ils vont revenir vers nous et nous demander d'ajuster un peu des choses. Donc là, c'est un travail avec pas mal d'allers-retours avec les designers. C'est un dialogue de tous les jours et au plus on les comprend, au plus on se comprend l'un l'autre, au mieux ça marche. Pour le road bike, les vélos de route, les designers ont carrément déménagé pour le projet, pour être vraiment à côté des ingénieurs, pour essayer de faire trop d'aller-retour dans le couloir. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, toi, tu es un peu le rouage qui fait en sorte d'aller piocher dans les différents corps de métier plus spécifiques et t'arranger pour que tout ça soit, au final, fasse un résultat compatible et cohérent? Alors, un peu, mais c'est quand même principalement le product manager. Ouais, qui est au-dessus, qu'on imagine vraiment au-dessus, lui, pour toujours... Qui fait l'arbitre. D'accord. Toi, quel est ton rôle après vis-à-vis de cette équipe? Est-ce qu'on te voit comme un manager, comme un animateur, comme un... C'est un petit peu ça. J'imagine qu'à des moments, il y a des arbitrages à faire ou des choix. Ou, ouais, voilà. clairement. Comment ça se passe? Quelle touche t'aimes amener à ces phases-là, toi, personnellement, dans ta manière de travailler? Moi, la façon dont je travaille, c'est que je considère c'est des choix qui se font de toute façon en commun. Et puis le but du jeu, c'est que tout le monde soit dans le même bateau et qu'à la fin, on soit tous convaincus qu'on a pris les bonnes décisions jusqu'au bout, quoi. Il y a aussi le fait qu'on est tous potentiellement des personnes qui vont rouler ces vélos. Donc du coup, on a tous finalement notre mot à dire parce que ça nous parle. C'est sûr que le product manager arrive avec un objectif au début. Ouais. Après, si on trouve vraiment une solution qui nous plaît d'écouter ingénierie, des fois on fait un peu du lobby, comme le design en fait sûrement aussi. Quand on le découvre, il y a quelque chose qui transpère du produit et il faut que le message soit assez clair. Et on doit susciter cette émotion de waouh. Au but final, c'est que quelqu'un qui vient, qui n'a pas vu tout le process avant, il vient voir le truc qu'on présente et dit ah ouais, non, c'est cool. Personne n'est capable de dire pourquoi c'est joli cette mélodie, de disséquer chaque note. Mais quand on la reçoit, on se dit ah ouais, non, ça marche. C'est quelque chose de beau. Je ne sais pas pourquoi l'expliquer, mais ça me parle, ça me convient, j'aime bien. On a une cassure qui ne se fait pas exactement au même endroit, mais qui est un peu offsetée. C'est-à-dire que les coins ne sont pas vraiment côte à côte, on est plus sur une idée comme ça.
Et après, en termes de surface, ça devient super intéressant ici parce que c'est la zone la plus visible du vélo en premier abord. Et on a des surfaces qui commencent à twister, à créer des... C'est le genre d'exemple où quelqu'un n'est pas capable de dire pourquoi, mais il voit naturellement, il va voir la silhouette, il va dire « Ah ouais, c'est un élément qui est commun au Scott, il y a un truc qui se passe. » Il faut s'imaginer qu'à une certaine époque, quand je suis arrivé chez Scott, c'était un dessin, une esquisse, et puis ça allait directement chez les ingénieurs, et puis c'était du direct. En gros, c'était l'esquisse finissait le produit. Maintenant, on a à la fois beaucoup d'itérations en esquisse, mais on a aussi beaucoup d'itérations en 3D. C'est quelque chose qui est très important chez Scott, c'est qu'on a des experts en modeling. Donc Quentin fait un petit peu de modelage. On a une équipe entière dédiée à ça, qui va vraiment faire, et ça c'est un métier aussi qui est apparu, je dirais, une dizaine d'années, il y a vraiment des experts en modelage. Ils vont vraiment faire la courbure parfaite, etc. Et ça, c'est une expertise que des gens avec un certain œil ont. Nous, en fait, on est vraiment le lien entre ces personnes qui font du style avec les sketchs et les ingénieurs. On utilise le logiciel qui s'appelle Alias. En fait, c'est un logiciel qui est surtout utilisé dans l'automotive industry, donc qui est utilisé pour faire des surfaces très propres sur des voitures. Par exemple, sur un vélo, on va souvent recevoir une vue de côté. Et on va commencer à esquisser quelque chose en 3D sur les bases des volumes que les ingénieurs nous donnent. Et en fait, au fur et à mesure, on va discuter avec le designer, on va avoir des échanges. Il va peut-être nous refaire un croquis rapidement sur un coin de feuille pour nous donner voilà, une idée de ce qu'il voulait en fait, dans une partie du vélo. Et tout ça, il faut qu'on prenne toujours en considération qu'il faut qu'on respecte le package que les ingénieurs nous donnent. Ok. On est vraiment sur des choses comme ça. Donc, par exemple, là, le designer, donc c'est Quentin qui nous a donné ça. En fait, il nous a donné les lignes principales qu'il fallait respecter. Donc, en fait, sur ça, on va créer la première ligne. Grâce à ça, après, on construit nos surfaces comme ceci. Et là, t'as 3 lignes. Et là, du coup, on a surface voilà, avec un galbe. on a un galbe. Après, dessus du tube supérieur. ces zébras, ça va nous. En fait, c'est comme si on mettait des panneaux de lumière. Voilà, exactement, devant une surface. Et en carrosserie, ils utilisent ça aussi. C'est exactement les mêmes trucs. C'est qu'en fait, c'est des panneaux de lumière où est-ce qu'ils mettent des straps noirs dessus. Et en fait, ils viennent caler ça sur la surface et en fait, ils peuvent voir les irrégularités. Et là, en fait, on va avoir vraiment quelque chose qui va évoluer en fonction de ce qu'on va lui donner comme galbe. Et en fait, on travaille sur ça. Ça, c'est une curve qui nous a permis de construire la surface. Et cette curve-là, en changeant les points, donc en fait, en modifiant les points, par exemple comme ça, là, on va donner un peu plus d'angle. Et ça fera que le zébra va changer aussi. C'est un peu comme pour faire de la pâte à modeler avec des curves. Et en fait, il faut toujours qu'on arrive à trouver les enchaînements de curves pour que ça soit bien en surface. Au final, personne ne va dire « Ah ouais, là, c'est bien, la courbure est parfaite ». On n'est pas capable de juger ça. Par contre, quand on arrive devant le produit et que finalement, la perception qu'on a, elle est due à ce travail derrière. On essaie de chercher ça, même s'ils ne sont pas capables de décrire pourquoi c'est comme ça. Ensuite, une fois que la 3D et les premières 3D du moins sont finalisées, on peut commencer à aller sur les tests, donc la FIA, donc les analyses par éléments finis. On a une équipe qui est dédiée à ça ici. Donc là, encore une fois, le couple change un peu de designer-ingénieur à ingénieur de test, ingénieur FIA, du coup, ingénieur cadre. Ça consiste à reproduire un cas de chargement qui a dans un cas réel, donc on simule vraiment. Et on va découper le cadre en des milliers d'éléments, tout petits éléments, tout simples. Et qu'après, le logiciel va pouvoir calculer la déformation, la contrainte. Ça, c'est un cadre du Genius. C'est que là, on a un test de rigidité. Donc là, on est principalement focus sur la déformation et combien de millimètres on aura de déformation au boîtier, au tube, etc. Donc la variation de couleur, c'est le déplacement. Là, c'est le déplacement dans ce cas-là. Donc là, il y a tout le cadre complet. Et après, j'ai ouvert un link. Alors, et là, par contre, on vient plus regarder la contrainte qu'il y a à l'extérieur comme ça. Et après, on vient aussi intégrer les effets de contact, etc. Et là, on peut voir... Donc là, clairement, on voit que c'est le contact au niveau des cannelures qui est critique. Après, on peut jouer sur la forme des cannelures, on peut jouer sur la matière, etc. Par rapport au résultat que tu obtiens, est-ce que tu donnes un résultat brut en disant, voilà, moi j'ai fait la simulation et voilà les résultats, débrouille-toi, ou est-ce que tu as une part de... Non, il y a un peu des deux. Enfin, on donne les résultats. On va dire cette zone, elle est critique, par exemple. Et puis, on va dire on pourrait la changer en faisant ça ou ça. Et suivant les parties, genre
par exemple sur les links, les splines ou comme ça. Là, on a aussi plus de liberté pour définir et plus d'input à donner à l'ingénieur. Et encore une fois, il y a de nouveau un travail parallèle qui se fait pour qu'on optimise les formes, les épaisseurs. Donc on définit aussi les layouts de carbone, c'est à ce stade-là. Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est les couches qu'il y a au DownTube. Et on doit toutes les définir. On a des routines pour automatiser, pour gagner du temps. Mais on doit quand même toutes les couches les contrôler manuellement. Là, par exemple, ça, c'est une 45 degrés. Donc on a les flèches qui vont aller obliquement. Toi, tu définis... Voilà, ça c'est plus ou moins 45. Et c'est l'avant, là, ça c'est une 0. Donc alors, on doit définir l'ordre, on doit définir la matière, l'orientation, la taille. Et après, on peut jouer sur chaque paramètre quand on doit optimiser un cadre. Donc là où c'est rouge, il y a le plus de matière, là où c'est bleu, là, vert et bleu, par exemple, il y a peu de matière. Exactement. Ça c'est quelque chose qu'on peut exporter. Et puis par exemple, on peut donner à l'ingénieur pour qu'il regarde les épaisseurs de carbone que nous on a, voir si ça passe avec les pièces en interne ou comme ça. C'est quoi, c'est des centaines de couches. Il y a 400 pièces environ, Donc, ça fait combien de temps de travail ça ça nous prend en gros une semaine complète pour vraiment être bien sur tout le vélo. Au final, comment vous obtenez ce premier prototype? Donc il y a plusieurs types de prototypes. On commence beaucoup avec des prototypes en impression 3D. On se réunit, on dit voilà, on a le choix entre toutes ces itérations, on choisit celle-là, on fait une 3D, et la 3D en général, on l'imprime pour la valider. Dans notre travail, on a vraiment deux parties. On a la partie préparation, design aussi, un peu conception. On vient préparer des pièces pour qu'on puisse les fabriquer de la bonne manière avec les machines qu'on a ici. D'accord, donc c'est-à-dire que toi, les fichiers que tu reçois des ingénieurs 3D, tu as un travail spécifique à faire dessus? Ici, par exemple, on a une première technologie à base de résine, donc c'est un liquide. Et en impression 3D, on vient fabriquer couche par couche des pièces. Donc on a une base initiale qui est ici un liquide, et on vient apporter de l'énergie. Donc ici de la lumière et de la chaleur pour venir fusionner vraiment couche par couche. Donc là on le voit en fait, c'est un bout de triangle. C'est deux bouts de cadre que vous voyez. On l'a fait aussi cette semaine en amont. Partie avant du Genius qu'on vient imprimer en deux parties ici en transparent pour faire des tests aussi, pour des tests d'assemblage, de passage de câbles, de gaines et tout ça. Pour voir en transparence où passe quoi. Là on le voit quand même clairement, entre ça c'est le produit fini on va dire, c'est ce que tu transmets à la personne qui te l'a commandé. Alors que là, on voit à l'intérieur qu'il y a toute une structure d'un treillis 3D. Donc la structure qu'on a là, c'est comme ça que ça s'appelle exactement. C'est des choses qu'on vient rajouter sur la pièce pour qu'elle tienne sur le plateau. Sinon, elle tomberait dans la résine et on viendrait fusionner un petit peu n'importe quoi autour. Donc c'est vraiment une sorte d'échafaudage qui tient la pièce sur son plateau. Ici, on est dans une autre pièce. Grosse différence avec ce qu'on avait dans la première pièce, c'est qu'on imprime à partir de poudre. Donc c'est une poudre qui est très fluide. On pourrait comparer peut-être à de la farine. Donc le process est un peu différent, donc on vient étaler de la poudre et ensuite on a les lampes là qui vont venir déposer de la colle qu'on voit là et solidifier ensuite avec la chaleur les pièces qui sont imprimées. Là il n'y a rien du tout, c'est la poudre qu'on a enlevée, qu'on a aspirée et puis un peu nettoyée et voilà on a cette pièce là qui sort après. Et d'ailleurs c'est un volume clos, il faut penser à pouvoir faire un trou pour pouvoir évider la poudre parce que tu as toute la poudre à l'intérieur du coup. Ça ces cadres comme ils sont trop grands pour être imprimés en une seule fois, on les imprime en morceaux. Donc là par exemple vous avez 3 des morceaux du Genius. Celui-ci, on l'a coloré en noir parce qu'on a le procédé qui nous le permet. Et une fois qu'on a tous ces morceaux qui ont été imprimés, on vient les coller et faire toute une finition qui vous permet d'avoir le cadre que vous voyez là, qui est difficile à distinguer d'un vrai cadre au niveau de la finition. Interdiction de monter dessus. Exactement, ouais. On a déjà cassé quelques cadres comme ça. Non mais c'est vrai, enfin tu rigoles, mais un vélo comme ça où tu fais trop la distinction avec un produit final. On fait toujours les impressions 3D avec une couleur gris clair, métallique, parce que c'est la couleur qui absorbe le mieux les lumières et qui fait les meilleures ombres. Parce qu'un vélo noir, c'est cool, mais c'est pas forcément le mieux pour juger une forme. Et le gris, c'est ce qui marche le mieux. Ça se fait beaucoup dans l'industrie automobile aussi. Et voilà. Donc là, c'est plus pour voir le design, les encombrements, ces choses-là. Et nous, on va juger la forme. Et les lumières, comment la lumière se pose dessus, comment les volumes sont, quelle est la perception du produit. Avec l'écran, c'est toujours hyper facile de zoomer, de dézoomer. Et tout a l'air beaucoup plus grand sur l'écran aussi. C'est très critique, on va mettre des points, on va donner des notes. Prochaine 3D, on va ajuster tout ça. Et puis ça se passe comme ça. On a en général 2 ou 3 meetings pour juger ces 3D. Et une fois qu'on a le dernier meeting, on dit ok c'est bon, on peut ouvrir les moules et puis on y va.
C'est à ce moment-là que toi tu le vois un peu partir ou est-ce que tu interviens encore derrière sur Non, les essais? on intervient beaucoup, ouais. Je pense qu'on est à la moitié du projet. Tu fais du coloriage. Ouais. Quel est le moment qui te fait vibrer où tu dis ah bah voilà, c'est pour ça que je fais ce job? Ouais, c'est une très très bonne question. Ça n'arrive pas souvent. Moi, là où je bricole, c'est souvent le bazar. Ouais, bah, c'est pas grave, c'est ça Mais c'est du vrai, ça ressemble à chez nous. Là, tu vois. celui-là, je sais. Celui-là, c'est un nouveau qui n'est pas sorti.